Bonjour Bérangère Bonte. Bonjour. Vous êtes évidemment journaliste à Europe 1 et voici une enquête étonnante qui sort, dont tout le monde parle d'ailleurs, et votre livre s'intitule « Homme 2 ». C'est quoi un homme 2? C'est un homme évidemment qui est marié ou qui vit avec une femme politique. Et qui essaie de se débrouiller comme il peut de ce rôle qui est un peu nouveau, il faut bien le dire, même si on a tous en tête le mari de Simone Veil et quelques exemples. Mais enfin, aujourd'hui, la parité aidant, Oui. on a quand même une brochette, si je peux me permettre, d'hommes et de cas extrêmement divers. Certains sont en politique, sont à la frontière de la politique, ont abandonné la politique ou n'en ont jamais rêvé. Oui. Et tout ça, vous êtes intéressé donc à ces hommes cachés, plus ou moins, qu'on connaît mal, qui sont dans l'ombre de femmes politiques de plus en plus nombreuses et évidemment qui attirent la lumière sur elles. Mais qui sont ces hommes ? Ils sont tous différents, figurez-vous. Ils sont psychiatres, photographes, certains députés, certains ont eu une carrière politique et puis ont changé de leur fusil d'épaule, parfois parce que madame, manifestement, était meilleure qu'eux, ou en tout cas avait un talent. Ah oui, c'est ça, ils ont obligé de reconnaître que madame est meilleure qu'eux. Bien sûr, c'est arrivé. Il y a une expression qu'ils ont tous, enfin beaucoup, ce qui est ma femme, j'ai bien compris qu'elle était en Champions League et moi en division d'honneur. Ah oui, et ils le reconnaissent facilement, aussi facilement que si c'était le contraire, un homme politique avec sa femme. Écoutez, ceux en tout cas, on pourra toujours gloser sur tous les couples qui ont éclaté, justement. Parce que c'était trop compliqué. Et il y en a, et je les évoque un peu, mais moi, je me suis surtout attachée à rencontrer, à discuter avec les hommes dont les couples tiennent. Il faut qu'ils se soumettent, il faut qu'ils disent, voilà, ma femme est quelqu'un de connu et moi, je suis dans l'ombre. Alors, je dirais pas soumission, moi, mais effectivement, il n'y a pas la place pour deux. Ça, c'est un des constats, on peut s'en désoler, mais il n'y a manifestement pas la place pour deux. Certains ont tenté, quand on pense à Patrick Ollier et Michel Alliot-Marie, lui... ça a été extraordinaire, parce qu'elle est devenue ministre de la Défense, et puis lui est rentré au gouvernement aussi, on avait un couple au gouvernement. Il en a fallu du temps quand même, hein. Il a vu passer les ministères de sa femme, les postes régaliens quand même, Michel Alliot-Marie, elle les a accumulés, et puis un jour Nicolas Sarkozy lui a proposé, il n'a pas cru d'ailleurs, il a pensé parce que jusque-là on lui disait non, c'est pas possible parce qu'il y a ta femme. Chirac lui disait c'est le drame de l'amour, tu ne peux pas rentrer en même temps que Michel, c'est pas possible. Oui, on peut pas. Et lui disait, dans ce cas c'est elle a plus de talent. Ah, il se soumettait. Ouais. Ils se soumettent ces hommes-là. Bon, encore une fois, je ne sais pas si c'est le terme... je ne les sens pas, moi, malheureux de cette position. Une fois qu'elle est bien assumée, une fois qu'ils ont eux-mêmes une vraie place, qu'elle soit dans un milieu professionnel extérieur ou comme hauts fonctionnaires, etc., ils sont pas... je ne les sens pas brimés. Oui. Alors, on va prendre des exemples. On va là, sur la photo, on a Ramayad, son mari... alors, c'est une rencontre étonnante, parce que toute leur vie est bousculée en 48 heures. Hein. Mais l'ascension de Ramayad et l'entrée en politique de Ramayad est quelque chose quand même d'assez étonnant. Et c'est intéressant de l'entendre, lui, raconter ça. Il épouse une haut fonctionnaire et en quelques jours, quand elle rencontre Nicolas Sarkozy, sa vie bascule. Il se retrouve comme homme d'eux. Lui a des envies de politique également, ou en tout cas de cabinet ministériel, voire plus. Et ça complique tout. C'était pas dans les plans. C'était pas d'ailleurs dans les plans non plus qu'elle parte s'engager à droite, parce que lui est un homme de gauche. Donc tout ça, effectivement, la politique chamboule quand même des existences. Ils ne sont pas d'accord sur le plan politique. Ça n'arrange rien. Hein. Alors ils sont d'accord pour faire sauter les lignes, je pense. Ou en tout cas, Ramayad est comme ça, c'est dans son fonctionnement. Et ça lui plaît assez bien d'avoir un homme de gauche, effectivement. Alors là, on voit une photo, vous voyez, ils sont en réception. C'est-à-dire, madame amène monsieur dans les réceptions, par exemple. Ça se fait, ça. Ça, c'est compliqué. On amène son compagnon ou sa femme. Vous savez, comme on a glosé sur les femmes potiches, ben là, monsieur qui vient au bras de madame. Antoine Veil en a beaucoup souffert parce que lui, à son époque, sous Giscard, on l'exilait au bout de la table, voire dans la pièce à côté, dans les dîners à l'Élysée. Simone Veil était numéro 3 du gouvernement et malgré ça, le Premier ministre Raymond Barre avait sa femme avec lui, les autres ministres avaient leur femme avec lui, mais elle ne pouvait pas avoir son mari avec elle. Oui. Donc ça, Dieu merci, en 40 ans, les choses ont quand même un peu évolué. C'est une belle histoire, évidemment, Antoine Veil et Simone. Ce sont des histoires d'amour, au fond. Derrière tout ça, il y a quand même des grandes histoires d'amour. Encore une fois, les couples qui tiennent, moi j'observe des hommes qui sont dingues de leur femme. Très, très amoureux. Et je pense qu'il faut ça pour supporter effectivement admiratif aussi de leur parcours. Oui, souvent, qui n'ont pas... Certains ont peur pour leur femme. Je pense à Jean Lebranchu, qui est un psychiatre, le mari de Marie-Lise Lebranchu, qui est extérieur à toute vie politique, et qui très souvent tremblait, ça va un petit peu mieux maintenant, je pense, il a 60 ans passés, mais tremblait de la voir prendre des coups, et puis qui était mais vous connaissez des affiches de la aussi, voir. Parfois, certains hommes ils sont militants de leur femme. Alors, vous pensez à qui? Vous pensez...
souvent, ils défendent, ils ont les idées, ils veulent que leurs femmes réussissent. Non, non, ils sont... alors, ils ont des rôles, ils ont un rôle politique officieux. Et alors là, ils sont très prudents, justement. Je pense que c'est un cauchemar, objectivement, pour les cabinets. D'avoir un conjoint qui s'intéresse, même s'il fait très attention à ça, ils sont très prudents dans la façon dont ils en parlent, mais évidemment qu'ils sont présents. C'est un partage dans un couple. Aussi. On voit ici, voilà, Marine Le Pen avec c'est Louis Alliot. Alors, Louis Alliot, ce qui est intéressant, c'est qu'il était en politique avant de devenir sa compagne. Il est rentré au FN comme directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Il a ensuite fait la campagne de Marine Le Pen. Et avant l'amour, c'est la politique, quand même. Mais là. Oui, voilà. Alors, les rôles se sont un petit peu modifiés, du coup, parce qu'elle, visiblement, a une ambition qu'il n'a pas, très clairement, et peut-être un talent politique qu'il n'a pas. Il en a conscience. Et effectivement... il est un conseiller, c'est assez étonnant le rapport qu'ils ont, parce que c'est pas forcément le conseiller qu'elle écoute le plus politiquement. C'est l'impression que ça donne. Oui, alors voilà, on a vu Martine Aubry. Ils ont accepté tous de parler? Non. Non, c'est pas un rôle dans lequel ils ont envie d'apparaître. Pourquoi? Ils ont un peu honte de... Être le bonhomme dans l'ombre qui porte le sac à main, c'est quelque chose qui est difficile. Hein, c'est ça, il porte le sac à main, vous dites, carrément. Il y a de ça. Jean-Louis Brochen est cet homme-là, l'assume parfaitement, mais ne veut pas en parler. Jean-Louis Brochen était un avocat, le mari de Martine Aubry, qui a eu une carrière et des combats très forts, avocat droit de l'hommiste dans la région Nord-Pas-de-Calais. Il a ensuite été adjoint de Pierre Mauroy à la culture, donc il avait une carrière et c'était une figure publique de la région, et du jour au lendemain, il disparaît. Parce qu'il a conscience, ou en tout cas il craint de gêner sa femme. Oui. Ça va aller, Bérangère, de plus en plus loin, parce que vous dites, alors, la parité aidant, on a eu une femme première ministre, une femme garde des Sceaux, voilà, une femme maire de Paris. Bientôt, une femme présidente de la République, et on aura un premier monsieur, on va l'appeler comme ça, non, à l'Élysée, c'est ça? Premier monsieur, premier homme 2, je sais que Bill Clinton, quand on lui a demandé comment il faudrait l'appeler si Hillary devenait arriver à la Maison-Blanche, il a dit, il faudra m'appeler Adam. Ah, c'est ça. J'ai trouvé ça joli comme premier homme. Au-delà de l'appellation, j'espère que ce sera l'occasion de revisiter ce rôle un peu bizarre qu'on a, nous, ici en France, du conjoint du chef de l'État. Après tout, en Allemagne, Joachim Sauer, qui est le mari, personne ne connaît même son nom, hein, d'Angela Merkel, vit sa vie de scientifique, il va travailler sans protection, il n'assiste pas aux investitures de sa femme, vous vous rendez compte? Ça, ici en France, moi, je vous dis, j'espère que ce sera l'occasion en France de dépoussiérer tout ça. Merci beaucoup, Bérangère Bordes. Ça s'appelle Homme 2 aux éditions du Moment. Donc c'est un livre dont tout le monde parle. Il faut le lire. Vous allez avoir des destins très, très particuliers. Merci d'avoir été notre invité. Merci.